Bonsoir. Nous approchons de la fin de la saison 1, mais je ne sais pas s'il y aura une saison 2 de notre voyage pour retrouver le corps, notre corps. Et je crois que vous avez compris maintenant que, en tout cas pour ceux qui étaient là, que retrouver son corps, c'est retrouver la vie, c'est retrouver l'existence. C'est pas du tout retrouver le corps comme on l'entend. Si cette année j'ai décidé de parler du corps, c'est parce que le corps est la porte d'entrée sur l'existence pour nous, pour beaucoup d'entre nous. C'est pas le corps qui importe, c'est l'existence. C'est le fait d'être un être humain plein et entier. Et malheureusement, quand on dit corps, on a l'impression que c'est corps séparé du cœur, séparé de l'esprit, et qu'on aurait oublié le corps. C'est vrai, on a oublié le corps parce qu'on est beaucoup trop dans notre tête. Mais en fait, c'est mal dit. On a oublié comment, à partir du corps, on touche la pensée, le cœur, la vie. Et donc, ayant coupé le corps, on n'a plus rien du tout. On n'est même pas vraiment une tête. On a une tête sans corps. C'est pas vraiment une tête. Déjà, la tête, c'est déjà partie du corps. Donc, on est de travers et c'est extrêmement douloureux. Et l'axe de cette année, c'est la source profonde de tant de nos douleurs, de nos difficultés, de nos frustrations, de nos déconvenues viennent de cette manière dont nous ne vivons plus entièrement. Nous vivons de manière grossière. Nous vivons de manière grossière. Être grossier, c'est n'avoir aucune attention pour ce qui se passe. Et si on n'a pas de corps, on ne peut pas faire attention. Et quand on ne peut pas faire attention, on n'a pas de corps. Ça pèse, ça gêne, ça crée de la gêne, parce que justement, ça n'est pas porté dans son être. Et ce soir, je voulais parler de l'émotion. Et au fond, j'avais fait mon titre en début d'année et j'avais marqué comment ne pas se faire piéger par l'émotion, mais je n'aime pas du tout mon titre. Je trouve que c'est très mauvais. Mais très mauvais. J'ai honte. Et je m'excuse auprès de vous tous, ne pas être piégé par l'émotion. Quel mauvais titre. Je change. Je vous propose qu'est-ce qu'être touché. Voilà. Ça, c'est un peu plus digne. Vous voyez comment on est grossier. Comment ne pas se faire piéger par l'émotion. Ça, c'est vraiment grossier. Pour écrire une phrase comme ça, il ne faut être pas du tout en rapport à son corps. Alors, je voudrais parler de... La vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'être touché ? Et c'est très, très singulier. C'est très, très beau que toucher, on est touché, c'est à première vue le sens du toucher. Je touche ce verre, je touche mon pantalon, je touche ma peau. Mais on dit aussi, je suis touché par vos paroles. Je suis touché par la musique que j'entends. Il y a tout un aspect émotionnel du toucher. C'est tout à fait singulier. Et ce qui est frappant, c'est quand je dis « je suis touché par ce que vous avez dit », c'est qu'il s'agit alors d'un corps à corps, et pas d'une tête à une tête. Une tête à une tête, elle ne peut pas dire « je suis touché ». Mais d'un corps à corps, c'est-à-dire de cette entièreté. Entendez bien, quand je dis corps, je veux toujours dire entièreté. C'est pédagogiquement que je suis obligé de dire corps, parce que si je vous dis entièreté, on ne comprend rien. Et puis que corps, ça aide à comprendre entièreté. Mais ce n'est pas corps opposé comme un ensemble mécanique.
ça c'est... Moi, ça m'émerveille. Que c'est ce mot-là, toucher. Les gens sont des fois un peu surpris quand j'enseigne que je fasse attention aux mots. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça ces derniers jours. On a souvent l'impression que ça n'a aucune importance, les mots. On peut faire dire tout ce qu'on veut. Alors moi, ma manière d'enseigner, ma manière dont la méditation m'a appris à enseigner, on pourrait dire la manière dont la méditation m'a appris à penser, c'est que ce qui importe, c'est de regarder une chose, un phénomène. Là, on va essayer de regarder ce que ça veut dire l'émotion. Et comment, en regardant ce que dit toucher, j'entre en rapport au phénomène. Moi, ce qui me plaît, c'est que du coup, ce qui m'importe, c'est le phénomène. C'est pas moi. C'est pas une idée originale que j'aurais. Et ça, c'est, je crois, la singularité de l'enseignement, comme il est donné ici, dans l'école occidentale de méditation. C'est penser que la langue parle, non pas parce qu'on va chercher dans un dictionnaire le sens du mot, mais parce qu'on regarde ce que le mot nous dit pour faire apparaître ce qu'on voudrait regarder. Et que c'est la langue qui parle, qui nous met en rapport aux choses, plutôt que nos idées sur les choses. Ce qui fait que la manière dont je parle est souvent très précise. C'est un peu déstabilisant et aussi très précis. J'emploie pas corps comme les gens emploient corps. J'essaie de regarder ce que ça veut dire. Et donc là, c'est pour ça que je fais ça, parce que d'un seul coup, juste en regardant ce que ça veut dire être touché, tout a explosé. Je suis touché par vos paroles. On peut dire que c'est juste une manière de parler. Oui, mais c'est une manière qui parle et qui dit quelque chose. Je suis touché de tout mon corps. Je suis touché de toute ma peau par les mots que vous avez dit. Pourquoi ? Parce que les mots que vous avez dit, ça ne rentre pas dans une oreille, ça sort par l'autre. Ça me travaille, ça œuvre en moi, ça me fait vivre. Et c'est absolument extraordinaire. Est-ce qu'on peut avoir un rapport avec un être humain sans être touché par cet être humain ? Quand a-t-on un rapport à un être humain sans être touché du tout par cet être humain ? Est-ce qu'il est normal de ne jamais être touché par un être humain ? Moi, j'ai déjà raconté peut-être ça la semaine dernière, que quand j'étais à Pôle emploi, j'ai raconté ça la semaine dernière. Quelqu'un m'a très gentiment envoyé un message pour me dire que j'avais dit la NPE et que je n'avais pas compris que ça s'appelait Pôle emploi. C'est juste. C'est dire à quel point je ne suis pas très à la page. Parce que j'étais à Pôle emploi, je redis l'anecdote parce que tout le monde n'était pas là la semaine dernière et que je la trouve très simple. Je vais à Pôle emploi et pour accompagner quelqu'un, et la personne devant moi, enfin qui est devant nous, parle à la dame derrière le guichet en lui disant « Voilà, je ne touche rien, je ne comprends pas, j'ai travaillé toute ma vie. » Et il parle, je suis arrêté parce qu'il parle avec cette incroyable politesse qu'ont souvent des gens qui ont eu peu d'éducation. Donc il parle vraiment avec une telle dignité, voilà, avec une telle politesse. Tout son corps était d'une politesse, d'une décence. Ça m'a touché. Et la dame derrière le comptoir lui a parlé, même pas avec du mépris. Il n'était rien. Même pas un cancrelat, rien. Ce n'est pas le bon guichet. C'est avec un ton et un regard que j'en suis encore aujourd'hui glacé. Ça m'a aussi beaucoup touché. Ça m'a rendu malade. Ça fait déjà un mois et je suis toujours aussi malade. Pour l'instant, ça ne passe pas. C'est pour vous dire, ceux qui cherchent que la méditation les rende moins sensibles et plus confortables, je suis un très mauvais exemple, parce que moi, ça n'a pas du tout marché du tout sur moi. Et qu'est-ce que ça veut dire que j'ai été touché ? Ça veut dire que tout mon être a été mu par ce que j'ai vu.
et que mon corps arrive à être à l'unisson de ce qui se passe, entend quelque chose. Comment mon corps sait quelque chose? J'ai été touché, c'est-à-dire mon corps entend quelque chose de la situation. Avant même que j'ai pensé, compris quoi que ce soit, j'étais très très mal à l'aise. D'abord, j'étais très touché par ce monsieur, et après, j'étais très très mal à l'aise. Moi, je crois que ça, c'est l'émotion pure, être touché. Pour la plupart des gens, l'émotion pure, c'est ce qu'on ressent quand on va voir un film hollywoodien, avec le côté sensationnel, et dans lequel on est kidnappé par l'intensité émotionnelle de la chose. C'est ça que j'avais marqué piégé par l'émotion, mais j'ai honte. C'est tellement grossier, mais c'est ça que je voulais dire, qu'il faudrait dire autrement. Comment nous vivons un temps où, comme on ne sait pas être présent, et qu'on trouve que méditer, c'est vraiment très irritant, c'est-à-dire de rester en silence quelques secondes, on trouve ça très irritant, c'est-à-dire, comme je raconte toujours, moi, mes grands-parents, le soir, regardaient le feu de cheminée, ils n'avaient pas l'impression de faire quelque chose de spécial, ça leur semblait naturel. Mais nous, rester quelques minutes en silence, ça nous semble quasiment une menace à notre intégrité. Du coup, comme on ne sait plus être présent, on ne sait plus trop être touché. Donc, pour ressentir des choses, il faut que ce soit intense, comme un film hollywoodien. Moi, je ne vais plus au cinéma depuis très longtemps, enfin, voir les films récents, parce que pour moi, mais sans doute parce que je médite, mais peut-être est-ce que quelqu'un qui médite peut encore aller au cinéma? Peut-être que ce serait une bonne question. Pour moi qui médite, je ne peux plus supporter la vitesse avec laquelle les choses vont. Ça va trop vite pour moi. Donc je ne vais plus aussi, je ne vois que les films jusqu'à une certaine date. Après, ça va tout trop vite. Même quand ça va lentement, c'est tout à fait étrange. Parce que les gens m'ont emmené voir des films lents, ça va très très vite pour moi. C'est pas une question parce que c'est parce que il se passe pas grand chose qu'on a le temps qui est un temps habité. Ça peut être très lent et extrêmement lourd. Je fais une parenthèse qui n'a absolument rien à voir avec rien, si ce n'est puisque je parle de cinéma, va s'ouvrir la rétrospective, comment on dit, Stiller, à la Cinémathèque, pour ceux qui sont à Paris. C'est un des cinéastes les plus extraordinaires. Et ils vont jouer Le Tombeau d'Arne à RNE. Et pour moi, c'est un des films les plus extraordinaires que j'ai vus de ma vie. Juste, il faut que je vous prévienne, les chaises ne bougent pas pendant le film. Alors déjà, c'est un peu décevant. Ce n'est pas en couleur, et c'est même muet. Mais là, on est vraiment... Moi, je suis touché aux larmes chaque fois que je vois ce film, qui est un des films que je préfère. Et comme il y a plein de films que je ne connais pas de Stiller, je suis dans un état d'exaltation. Ça commence là, très bientôt. Il y avait un ancien président de la République. Ceux qui suivent l'actualité reconnaîtront, les autres, ça n'a pas d'importance. Je me souviens, il y avait eu un attentat, il a dit « Je ressens une très forte émotion ». C'est sa déclaration. Et ça m'avait extrêmement troublé. Je m'étais dit, en quoi le fait qu'il ressente une émotion a quoi que ce soit à voir avec le fait qu'il est président de la République et qu'on lui demande d'être un président de la République. J'ai trouvé ça extrêmement étrange. Je ne cesse de penser à ça, comme si l'intensité de l'émotion qu'on ressent est le signe d'une vérité. Et je suis très frappé que notre temps méprise le corps, survalorise une rationalité aveugle, on pourra en parler, et dans le même temps, contradictoirement, survalorise une émotion qui serait intense, comme si une émotion intense serait vraie. C'est-à-dire, d'un côté, tout le monde économique qui décide à peu près tout aujourd'hui
est absolument sans aucune émotion. C'est la pure logique des tableaux Excel. Je vais beaucoup trop vite parce qu'il faudrait que je raconte comment cette rationalité est irrationnelle, comment c'est une simplification tellement extrême de tous les paradigmes qu'au nom de la rationalité, on n'est absolument pas rationnel et en tout cas pas du tout raisonnable, mais disons. Alors ça, vous voyez, c'est absolument frappant. Tout est décidé d'un point de vue purement logique, entre guillemets. Mais de l'autre côté, on considère... Alors, donc, là, de ce point de vue, on a coupé la réalité à une sorte de réduction rationalisante, un fantasme rationalisant. Voilà. D'un côté, on est dans un fantasme rationalisant, mais en même temps, sans que la contradiction éclate aux yeux, et peut-être l'un dépend de l'autre, dans le même temps, on considère que l'intensité émotionnelle est gage de vérité. C'est étrange, non? Or, il y a autant de faux raisonnements que de fausses émotions. Que ce président ait ressenti une forte émotion, qui n'ait rien senti comme émotion, ça m'est complètement égal. Ça ne veut rien dire du tout. Moi, je connais des gens qui, après les attentats, n'ont rien ressenti du tout. Pas parce qu'ils sont inhumains, parce que le choc était tel qu'ils ne ressentaient rien. Est-ce que c'est moins bien que ceux qui ont ressenti une forte émotion? C'est chacun son rythme, chacun sa... Ce qui compte, c'est ce qu'on fait, c'est comment on agit, c'est l'engagement qu'on tient. Vous voyez? Tout ça est... Donc, dire « je ressens une forte émotion », c'est pas être touché dans le tact que ça a. C'est la même chose que le cinéma hollywoodien. C'est confondre l'intensité émotionnelle pour une émotion pure. Une émotion pure, c'est quelque chose qui vous met au diapason de la réalité. Quand le président dit « je ressens une forte émotion », il ne dit pas « j'essaye de sentir la gravité de la situation et la souffrance des concitoyens ». Là, qui serait être touché. Il dit « je ressens une forte émotion ». Ça m'est égal. Et là, on est dans quelque chose de tout à fait singulier. Allez, je fais une parenthèse incompréhensible pour les gens qui viennent pour la première fois. Je m'autorise juste une fois pour que les gens qui viennent souvent dans l'école entendent. Je vous dis juste ça comme ça. L'émotion est la mesure de l'efficience de la subjectivité. Plus il y a d'émotions, plus la subjectivité se sent vivre. Et cela atteste sa puissance. Et donc, l'orgie d'émotions est à la mesure de l'enfermement de l'individu sur la subjectivité. Je ferme la parenthèse qui est incompréhensible pour tout le monde, et je reviens à la chose que tout le monde peut comprendre. Ce que je veux dire, c'est que dans ce rapport à l'émotion, je joue de l'émotion, je joue de l'intensité que je ressens, comme l'enfant qui joue à se faire pleurer quand il s'ennuie. Il a du plaisir à se faire pleurer. Ou comme l'adolescent qui se complaît dans sa tristesse, qui organise sa tristesse, parce qu'il se sent vivant dans sa tristesse. Mais ça, ce n'est pas l'émotion en tant qu'elle nous remet dans l'unité de notre être. Mais il n'y a aucun problème avec ça, ce n'est pas un jugement de valeur. Si vous mangez des bonbons, vous savez que ça ne vous fait pas de bien, mais vous êtes content pendant un moment de manger des bonbons. Pourquoi pas? Moi, j'en ai mangé trop hier. Voilà, c'est comme ça. Mais ce n'est pas l'ébranlement que je ressens, c'est pas... Mais je sais faire la différence entre manger des bonbons et manger de la bonne nourriture. Je sais la différence entre ressentir une forte émotion et être touché. Je sais faire cette différence. C'est ça qui importe. Ce n'est pas que vous mangez des bonbons. Si certains d'entre vous aiment voir des films où les chaises bougent et tout ça, il n'y a pas de problème. Juste, si vous arrivez, moi je ne peux pas, mais si vous y arrivez, mais juste, ce qui importe, c'est ce que vous arrivez à faire la différence entre cette émotion produite, où vous êtes comme un rat de laboratoire, parce que c'est ça, on met des électrodes sur les gens et on voit s'ils ne s'ennuient pas pour que le temps de cerveau disponible des films fera que vous ne décrochez pas pendant qu'on met la publicité. Donc,
Le problème, c'est pas qu'on peut avoir du plaisir à ça, pourquoi pas. Mais la question, c'est est-ce que je fais la différence entre ça et une émotion pure qui se vit dans la pleine présence, couvre par exemple la pratique de la méditation, et qui a à voir avec le fait d'être touché, et donc d'être incarné, d'être à l'unisson de l'entièreté de notre être. On n'est pas manipulé par une émotion. Ça, c'est le critère. Là, je ressens un fort choc. En fait, l'émotion me manipule, mais je m'en fous parce que moi, je me sens vivant comme ça. Mais oui, mais c'est comme quand je mange des bonbons. Émotion, ça dit ça. Émotion, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous touche, être touché, être atteint, être déplacé. Dans le fait d'être touché, je suis ouvert. J'étais quelque part, quelque chose s'ouvre. J'étais à Pôle emploi, je suis touché, le monde s'ouvre. Je sors de moi. J'entre en rapport à la réalité. Quelque chose se donne. Je suis à l'unisson de quelque chose. Dans l'émotion, comme elle est fabriquée, je suis en rapport à rien du tout. Ce que je disais tout à l'heure, le président, je ressens une forte émotion. Ce qui compte, c'est je ressens une forte émotion. C'est pas du tout pareil, comme je disais, je suis touché par la souffrance de ce qui arrive à tant de gens. Vous voyez, je crois qu'on voit tout de suite la différence. L'émotion est devenue une fermeture. Étant déjà fermé, enfermé, on essaye par l'émotion de croire qu'on est vivant. Et ça ne marche pas, donc on est très très malheureux. Dans chaque mercredi, je parle d'une œuvre d'art. Et là, j'ai voulu parler de Rothko, des tableaux qui sont à Londres. En fait, c'est très étrange. Rothko a fait ces tableaux pour un restaurant de luxe. Quand les tableaux ont été dans le restaurant de luxe, il a compris que ça n'avait rien à voir à faire avec un restaurant de luxe, et il les a rachetés. Et la plupart sont à Londres, et c'est dans une salle à la Tête moderne. Et je trouve que l'œuvre de Rothko, et il y a en ce moment à Paris un tableau de Rothko extraordinaire qui est visible à la Fondation Jacques Marandré, que je vous conseille, qui est un des très grands tableaux de Rothko, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller à Londres. Et Rothko ne peint rien, ne montre rien. Il crée un espace dans lequel vous pouvez être touché. C'est ça, la seule chose qui intéresse Rothko, c'est comment créer un espace où les êtres humains peuvent être touchés. Et comme et je pense que je pourrais dire quelque chose comme ça. Je crois qu'il n'y a pas un artiste que je connaisse qui soit aussi loin de lui, de ce que j'ai appelé l'émotion au sens de créer un effet, et autant dans le tact du toucher. Ça, je pense qu'on peut dire ça de Rothko. Il y a chez lui un souci extrême, mais vraiment extrême, de faire qu'il ne cherche pas à que vous ressentiez une émotion quelconque. Il cherche à être un espace où vous allez être touché dans la profondeur de votre être. Et ça, c'est difficile, j'ai bien conscience à comprendre ce que je dis si vous n'en avez jamais vu, mais c'est ça dont il est question. Et c'est, juste peut-être, pour le montrer, dans les tableaux que vous avez, pour ceux qui ont une image, il n'y a rien de plaisant, rien d'agréable, rien de joli. Rothko a d'abord travaillé avec des couleurs. Vous verrez le tableau qui est au musée Jacques Marandré, jaune et bleu, très très beau. Mais comme les gens croient que c'est un peu de l'émotion, au sens produit un effet, alors que ce n'est pas ça du tout qu'il cherche. Lui, il cherchait la tonalité qui vous meut. Vous savez, Matisse disait la couleur, le fond sensuel qui nous remue. Il cherchait ça. Et comme les gens ont cru qu'il y avait quand même une touche d'émotion, ils disaient « Ah, je ressens des jolies couleurs.
Ah, c'est joli, c'est plaisant. Alors il était très très malheureux, donc il a enlevé toutes les couleurs. Et il a plus peint avec cette couleur très sombre, ce sort d'ocre sombre. Il a enlevé toutes les couleurs pour qu'on ait vraiment que plus personne puisse dire que c'est des jolies couleurs. Plus personne puisse sentir la moindre émotion. C'est tout à fait dans une pudeur, c'est la pudeur extrême. J'ai parlé de la grossièreté, et là, Rothko, c'est la pudeur extrême. Je n'impose rien, je ne veux rien, je ne souhaite rien. Vous entrez dans une pièce d'une incroyable pénombre, et il n'y a rien à voir. C'est comme la pratique des missions. Il n'y a rien à voir, rien à comprendre. Cette désorientation est extrêmement énervante pour beaucoup de gens, comme la pratique de la méditation est extrêmement énervante. Et pour certaines personnes, c'est une chance inouïe. La méditation est une chance inouïe. D'un seul coup, ils respirent, ils sentent le cadeau de leur humanité qu'ils n'ont jamais senti avant. Et les gens voient un tableau de Rothko et c'est la même expérience. Ils voient comment ils sont posés dans leur humanité. Et on posait la question à Rothko, mais vous ne pouvez pas dire que vous faites vous pouvez pas nier que vous faites des tableaux abstraits avec des couleurs. Il disait si. Ce que je fais, c'est la même chose que la tragédie. J'essaie de mettre les gens en rapport à l'intensité de leur existence. Et il disait, beaucoup de gens qui voient mes tableaux explosent en sanglots. C'est tout à fait une expérience qu'on peut faire. Vous n'explosez pas en sanglots comme quand on vous a manipulé pour que vous ressentiez une émotion, mais vous ressentez une émotion qui vient du plus profond de votre être et qui vous guérit en même temps qu'elle vient. L'émotion qu'on force ne guérit personne. L'émotion comme être touché nous guérit, nous apaise, nous met à l'unisson du monde, nous réouvre au monde, nous réoriente. Mais ce qui est absolument extraordinaire avec une œuvre de Rothko, c'est que l'ouvert, ce qui est absolument ouvert, ce qui est insaisissable, ce qu'on n'a pas encore pris dans le contrôle, vous touche. C'est ça. Rothko, c'est l'ouvert à même de nous toucher, à même de nous tendre la main, à même de nous faire signe. C'est ça qui est bouleversant. Parce que d'habitude, l'ouvert, il est lointain. Nous, on est là, mais l'ouvert. Et là, d'un seul coup, l'ouvert, il est absolument présent. Il vous tend la main, il vous aime, il s'avance, il vient à votre rencontre. Et quand vous êtes devant un tableau de Rothko, vous ne faites rien, mais vous appréhendez ce qui vient à votre rencontre. Et vous redécouvrez ce que ça veut dire qu'être corporellement devant quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas voir un tableau de Rothko avec les yeux. Vous avez à y être. Vous ne pouvez être en rapport à un tableau de Rothko que si vous y êtes. Il y a une exposition, en ce moment au centre Georges Pompidou, du plus grand photographe, à mon sens, de l'histoire de la photographie, Walker Evans. Alors c'est tout à fait frappant, l'exposition est extraordinaire. Si je conseille à tout le monde d'aller voir cette exposition et je recommande le plus vivement à tous les membres de l'école d'aller la voir parce que je ferai un séminaire un jour sur la photographie, donc je parlerai en détail de ces œuvres qu'on peut voir en vrai. Alors ce qui est tout à fait saisissant, enfin non pas du tout, je retire, anecdotiquement, il y a des commentaires sur les œuvres, des guides, des phrases sur les œuvres. Et ce qui est absolument frappant, c'est que tous les commentaires parlent de tout, sauf de la photographie. C'est absolument d'une grossièreté. Donc surtout ne les lisez pas. On croit que ça va nous aider et chaque fois vous êtes sali par le commentaire, qui n'est pas méchant, mais juste grossier. C'est-à-dire, il photographie des voitures, c'est une critique de l'Amérique. Mais il n'y en a rien à foutre.
il photographie, c'est-à-dire qu'il interroge comment le visible peut nous toucher, qu'est-ce que ça veut dire montrer quelque chose. C'est juste bouleversant, l'œuvre de Walker Evans. Et c'est ça la vraie difficulté, on ne fait pas confiance que Rothko, c'est un des artistes qui a le cru le plus intensément qu'aucune anecdote n'importe. Juste la présence, ça je me dis, juste la présence de mon être, de mon corps, parce que, encore une fois, pédagogiquement, ça passe par mon corps. C'est pas mon corps, mais pédagogiquement, c'est pas que mon corps, mais pédagogiquement, c'est bien de dire ça. Vous ne regardez pas, vous êtes corporellement, et quelque chose vient à vous et vous transforme. En réalité, une peinture, une photographie de Walker Evans, c'est du même ordre. Quelque chose qu'il montre, vous le voyez de votre corps, vous êtes placé d'une certaine manière, et quelque chose a lieu. Alors évidemment, la photographie n'est pas du tout pareille que la peinture. Il y a des distinctions absolument centrales, et j'ai promis de faire un séminaire là-dessus un jour. Mais c'est quand même, donc malgré toutes les différences, la photographie de Walker Evans est plus près d'un tableau de Rothko que du reportage journalistique auquel est réduit le commentaire de l'exposition, qui du coup, c'est très étrange, parce que dans leur commentaire, rien ne laisse à entendre pourquoi ils font une exposition sur un photographe qui est un photographe comme personne. Enfin, c'est juste, vous n'en revenez pas. Il n'y a pas toutes les photos, vous avez l'impression de voir pour la première fois. Pourquoi ? Parce qu'il est d'un tel tact. Il est d'un tel tact. C'est juste, mais c'est juste. Vraiment, c'est très. Je suis sensible au tact d'un tableau de Rothko. Je suis familier. Je suis moins familier au tact d'une photo de Walker Evans parce qu'on les voit moins. C'est pas pareil que les voir dans un livre et de les voir en vrai. Mais c'est une expérience sans doute, je crois, sans doute encore plus évidente pour les gens. Je crois que ça va être encore plus fort pour tout le monde. Il a un tel tact. Il n'y a pas une photo. Vous avez le tact de photographier des gens dans la rue, quelqu'un qui souffre, des gens pendant la crise de 29. C'est tellement facile d'être grossier, tellement facile d'être un peu voyeur, hein, pour reprendre ce que j'ai parlé du cinéma qui est voyeur. Et lui, il n'y a pas une photo où il n'est pas au millimètre près juste. Et c'est au millimètre près. C'est complètement bouleversant. C'est une telle leçon d'être touché. Il est touché par tout ce qu'il photographie. Il photographie un ciseau. Et il est touché par le ciseau. C'est très très étonnant, un ciseau. On n'est pas touché par un ciseau, on est touché par un être humain. Lui, il est touché par un ciseau. Et la présence qu'il a au ciseau, c'est une présence de son être tout entier. Il ne voit pas le ciseau, il est dans la présence du ciseau. C'est complètement... c'est très très impressionnant. Mais comme les gens ont peur de la méditation, ils ne voient pas les photos de Walker Evans, et non, vous n'en revenez pas. Organiser une exposition et tout ramener à un travail journalistique. Donc, on voit bien cette difficulté. C'est la même difficulté qu'on a avec la méditation. C'est de ne pas croire qu'un être humain peut entrer en rapport pour de bon à quoi que ce soit. C'est ça le fond de l'histoire. On ne veut pas croire que le fait de ne rien faire nous institue dans notre humanité. On ne veut pas croire qu'un photographe photographie avec son tact. Et donc on croit que... Alors, je ne vais pas dire des méchancetés sur tous les gens, que les gens croient qu'ils sont des photographes et que c'est juste abject. Je pense que je l'ai écrit, donc je n'ai pas besoin de le lire ici. Donc voilà, si vous avez quelques questions, vous êtes bienvenus. Ça, c'est tellement vrai. Je ne pensais pas parler de ça. Walker Evans, il photographie avec son corps entier et pas avec ses yeux. C'est pour ça que c'est le plus grand photographe.
Il n'y a pas une partie de son corps qui n'est pas là quand il photographie. C'est vraiment très, très bouleversant. Oui ? Bonsoir, je m'appelle Dominique, c'est la première fois que je viens. Et moi, ce que j'étais surprise, c'est quand vous parliez de Pôle emploi et que vous aviez été touchée, voire profondément touchée, puisque près d'un mois après, vous y pensiez encore. Et je voulais savoir si ce n'était pas trop indiscret, si vous aviez fait quelque chose, dit quelque chose. Ah non, parce que des fois, quand on est touché, c'est clair. On a envie d'agir. Oui. Ou de dire. Là, malheureusement, je ne pouvais rien faire. Est-ce que c'est pour ça que vous y pensez toujours un mois après ? Oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. La manière dont partout on réduit les êtres humains à un pur numéro, mais absolument insoutenable. Et j'enseigne la méditation pour essayer de contrecarrer cette violence, mais je suis inguérissable que ça ne suffise pas à faire basculer le monde de l'autre côté. Bonsoir, Samuel. Je me permets d'insister sur la notion de travail déshumanisé, au risque d'être lourd. J'ai été un peu perturbé par la notion, que je trouve un peu floue, puisque le travail, pour moi, a une essence humaine. Ce qui définit l'humain, c'est le travail avant tout. Et d'autre part... Ce qui est tout simple, déshumaniser le travail, c'est faire que l'individu ne peut plus se réaliser dans son travail, n'est plus qu'une personne interchangeable qui accomplit des fonctions. Voilà. Partout où l'être humain peut s'accomplir, c'est un travail. Partout où l'être humain ne peut plus s'accomplir, ce n'est plus un travail. Quelqu'un m'a raconté il y a quelque temps que dans son entreprise, pendant des années, le management était fait, qu'on leur donnait qu'il avait un objectif à atteindre à la fin de l'année. Et le management a décidé aujourd'hui que si on lui donne un objectif, ça veut dire qu'il l'atteint, ça veut dire qu'il n'a pas fait assez. Et donc maintenant, il n'a plus d'objectif, il faut toujours qu'il fasse plus. Et il raconte la souffrance que c'est, ça, de ne jamais pouvoir être reconnu dans son travail, de ne jamais pouvoir avoir le sentiment d'une certaine satisfaction. C'est ça que je décris. Et ce que je veux essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est le burn-out. Et le burn-out, c'est une maladie très singulière des gens qui ne s'écoutent plus tellement ils veulent bien faire. Et ça, c'est nouveau. C'est ça qui m'importe. C'est comment on en arrive à faire que tant de gens sont conduits au burn-out. Et ça veut dire que quelque chose ne tourne pas rond dans le rapport au rythme propre de chacun, qu'on ne sait plus écouter, et qu'il y a un environnement général. Et c'est frappant que les gens qui font un burn-out sont les gens les plus motivés, les plus créatifs. Mais on ne sait plus s'arrêter, s'écouter, ne rien faire. C'est ça que je décris. Et encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, si j'étais là il y a 20 ans, j'aurais décrit qu'est-ce qui pose problème. Mon souci n'est pas de dire que c'est moins bien ou pire qu'un autre moment. Mon souci est de décrire qu'est-ce qui nous fait souffrir. Parce que si on pratique la méditation, il faut que ça réponde à ce qui nous fait souffrir. Or aujourd'hui, il y a une manière dont de plus en plus, ce sont des logiques de pure gestion qui président aux décisions. Ces logiques de pure gestion sont irrationnelles et inefficaces. Mais il y a une sorte d'hypocrisie générale de prétendre que c'est efficace. Ça n'est pas efficace. Et c'est effrayant. Et là, il y a quelque chose que je dis effrayant. Je constate que dans de nombreuses entreprises, la manière dont on manage des ressources humaines, parce qu'on dit déjà long, je ne vois pas en quoi un être humain serait une ressource, mais la manière dont on manage les ressources humaines en fonction de vision gestionnaire est inefficace. Je ne dis pas que c'est inhumain, je dis que c'est inefficace. Parce qu'on simplifie la réalité à l'extrême,
parce qu'on refuse de faire face à la complexité de la réalité, parce qu'on tue l'esprit d'initiative, l'esprit de création, la capacité. Donc c'est absurde. C'est complètement absurde. Et c'est tout simple. Je dis toujours le même exemple, mais comme vous n'étiez pas là, il faut que je le redise. Quand dans un hôpital, on considère que ce qui importe, c'est de compter le nombre d'actes que fait un infirmier dans une journée, et que du coup, on considère comme ne comptant pour rien la qualité de présence, la parole donnée, l'écoute du patient, est-ce que c'est un progrès social? Est-ce qu'on n'est pas en train de déshumaniser quelque chose de fondamental? On est à la fois en train d'empêcher l'infirmier ou l'infirmière de faire ce pourquoi elle a envie de faire, ce qui l'a motivé à choisir cette profession. On n'aide absolument pas les patients. Ça a un coût exorbitant parce qu'au lieu d'être bien soignés, du coup, ils ne sont pas bien soignés. Donc, du coup, tout ça est complètement absurde au nom de comptabilité gestionnaire. Mais c'est une comptabilité gestionnaire qui ne prend en compte que trop peu de facteurs pour être vraiment raisonnable. Et là, si ça vous intéresse, je peux parler pendant des heures de ces problèmes. Si ça vous intéresse, il faut que c'est des sujets qui méritent d'être questionnés à fond. Est-ce que là, maintenant, c'est clair? Et c'est clair, hein, c'était pour vous faire, c'était pour échanger, pour vous écouter en fait. Oui, c'est bien. Je reprends la parole parce que je suis infirmière. Et justement, c'est effectivement, malheureusement, ce qu'on vit. Mais une fois qu'on a constaté, on en fait quoi? Voilà. Moi, non, je peux je peux pas vous en dire plus. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi on souffre. Après, je peux pas dire. Ça dépend de chacun. Je connais plein d'infirmiers qui, du coup, changent de profession, arrêtent parce qu'ils n'en peuvent plus. J'en connais d'autres qui tentent de trouver des manières de réhumaniser quand même le soin malgré ça. Je peux pas... qui je suis pour dire quoi que ce soit. Mais ce que j'ai à dire, c'est regardez que si vous souffrez, que si vous vous sentez mal, ce n'est pas qu'un problème psychologique, parce que les gens qui font des burn-out sont convaincus que c'est de leur faute. C'est ça la perversion du système. Ils ont l'impression que c'est de leur faute, parce qu'ils n'ont pas été assez performants. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont victimes d'une atmosphère qui les pousse à ça. C'est ça qui m'importe de dire. Et ce qui m'importe de dire, c'est en quoi la méditation peut aider. Et elle aide non pas parce qu'elle va vous aider à mieux gérer les choses, parce que pendant un moment, vous êtes hors de ce cadre de gestion. C'est tout ce que je peux dire en étant honnête. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Donc je m'appelle Farida. J'avais une question. Alors vous dites en fait que pour être touché, il faut être présent. Oui. Et personnellement, en fait, j'ai du mal, d'une manière générale, y compris dans ma pratique de la méditation, à être connectée au moment présent. J'ai toujours tendance en fait à soit être dans le passé, soit être dans les projections, dans l'avenir. Ça va, aucun problème. Ne lisez plus aucun livre de méditation. Tout ce discours, il ne faut pas être dans le passé, il ne faut pas être dans le futur, c'est juste une manière de culpabiliser les gens. Donc vous en foutez. C'est tout à fait normal. Ce qui importe, c'est est-ce que vous... Comment ? Il faut que je me foute la paix, ça. Ah oui, absolument. Surtout ne lisez pas tous ces livres. Ne lisez pas tous ces livres. Je veux dire, c'est devenu tellement... ne soyez pas dans le passé, ne soyez pas dans le futur, soyez dans le présent. Mais quand même, c'est quand même tellement pas... c'est tellement simpliste. Non, la question centrale, c'est est-ce qu'il y a des moments où vous sentez la chaleur de la pièce ? Oui, bien sûr. Eh bien, c'est bien, ça suffit. C'est tellement important. Est-ce que vous arrivez à sentir que vous en avez marre, que vous êtes triste, que vous êtes fatigué ? J'arrive à identifier, oui, mes émotions. Formidable. Même pas identifier, juste sentir, même s'il n'y a pas de mots, sentir ce qui se passe. Oui. C'est ça qui compte. D'accord. Parce que sinon, vous êtes avec l'idée...
il faudrait, je pratiquerai le jour où je n'aurai plus de pensée et je serai dans le présent. Non, vous êtes dans le présent en étant dans le passé. Vous êtes présent en étant dans le futur. Il faut se libérer de ça. D'accord. C'est l'intuition de base. Et juste, quand je suis pleinement à ce que je fais, que je ne suis pas en pilotage automatique, que je suis dans le présent, c'est plus vivant, c'est vrai. Donc ça, l'intuition était bonne. Mais alors après, c'est devenu un truc, il ne faut pas être dans le passé, mais des fois c'est bien d'être dans le passé. Des fois, et puis il ne faut plus être dans le futur, mais des fois c'est bien d'être dans le futur. Donc, tout ça est devenu beaucoup trop rigide et très culpabilisant. On pense tout le temps, c'est pas un problème. Il y a des gens qui vous disent comment faire pour ne plus penser, mais c'est pas. Et alors? Et en plus, et alors? Qu'est-ce que ça ferait? Non, vous voyez, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus charnel, c'est beaucoup plus sensuel, c'est beaucoup plus sensible, c'est beaucoup plus simple. Donc vraiment, c'est pas une blague. Foutez-vous la paix. Ça va vraiment vous aider. Sinon, vous allez être toujours pris dans la performance. Je n'ai pas réussi à être assez au présent. On est tellement dans la logique de la performance. Tout doit être rentabilisé. Il y a même un type qui a écrit un livre, Le pouvoir du moment présent. Ça choque personne. Comment on va potentialiser le moment présent pour atteindre l'éveil? Non mais vous imaginez, c'est juste l'enfer sur Terre. J'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas parler du livre, mais juste le titre m'effraie, je trouve ça effrayant, le pouvoir du moment présent. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la méditation, c'est qu'il n'y a plus de pouvoir. C'est la fin du pouvoir. Je suis, pour ma part, convaincu que le piège, c'est le pouvoir du moment présent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le don du moment présent. C'est le fait que le présent soit un présent. C'est complètement une autre vision. Et je suis absolument convaincu, après je vous partagerai ou pas ma conviction, mais je suis convaincu que le malheur de notre temps, c'est de vouloir le pouvoir du moment présent. C'est McDonald's qui dit ça, ou Coca-Cola. Soyez dans le moment présent. Consommez plus. Ne soyez pas dans le passé, ne soyez pas dans le futur, consommez. Je n'ai pas l'impression que la méditation soit exactement la même chose. Mais peut-être ai-je tort. Non, je ne pense pas que j'ai tort. Oui, très bien. Ça sera la dernière question. Bonsoir. Excusez-moi, je suis un peu perdu parce que bon, je vous ai découvert en lisant votre livre Foutez-vous la paix, qui m'a donné envie de lire d'autres livres et d'écouter des méditations audio où vous parlez des pensées, où il faut dire bonjour, etc. Et par rapport à ce que vous avez dit au début, qu'aujourd'hui vous pensez différemment de ce que vous avez pensé avant. Donc je ne sais plus ce que veut dire se foutre la paix ou pas. Là, ça va. Voilà. C'est très bien ce que j'ai dit. Ce qui importe juste, la seule chose qui est vraiment, disons, le changement que je ferai, c'est que il y a 10 ans, je commençais par vous dire, voilà les points de la posture, voilà comment vous faites, vous dites bonjour, vous revenez au moment présent, je commençais par là. En pensant que par là, vous alliez toucher l'expérience de pure présence où vous foutez la paix. Maintenant, je pense que, vu la situation actuelle, il faut faire l'inverse. Il faut dire, foutez-vous la paix, juste toucher ce fait que vous avez le droit d'être humain, toucher ce sens de présence. Après, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'école, on fait des stages, on précise la méditation dans toute sa précision. Et je crois même que dans l'école, nous sommes les plus précis sur la pratique de la méditation. Il n'y a pas plus précis, rigoureux et technique sur la pratique de la méditation que nous dans l'école. Mais je crois que pour présenter la méditation, c'est mieux de ne pas y aller par là. Parce que sinon, on se dit, mon Dieu, je ne vais pas réussir. Comment je vais faire? Tandis que si on comprend que l'essentiel, c'est de se foutre la paix, qu'on a goûté le sens de la pratique, qu'on a goûté ce à quoi mène la pratique, juste cette expérience où on se fout la paix, alors vous comprenez que la technique est juste des béquilles pour vous aider à toucher cette présence-là. Et vous n'êtes plus inquiet de ne pas bien faire. Vous voyez que ce n'est pas important. Une fois que vous avez goûté, ce n'est pas important. Une fois que vous savez nager dans l'eau et que vous tenez dans l'eau, vous vous en foutez si vous faites parfaitement bien les mouvements. Vous nagez, vous tenez dans l'eau, vous avez compris que nager, c'est que vous soyez dans l'eau et vous ne sombrez pas au fond.
Et ben, c'est pareil avec la méditation. Vous vous foutez la paix, vous découvrez que vous pouvez être dans cette simplicité-là, que ce n'est pas une faute, que ce n'est pas un problème, que vous n'avez pas à vous excuser. Et du coup, tout le reste du chemin devient intéressant. Mais vous avez raison, il y a un chemin très précis. Et ce chemin, je suis très content de l'avoir dessiné. Et dans l'école, nous présentons ce... Donc il y a un premier stage sur la pleine présence, où on précise très précisément ce qu'est la pratique. Et après, dans un deuxième stage, on explique ce qu'est la confiance. Et comment il ne suffit pas d'avoir la pratique de la pleine présence. Parce que sinon, vous n'allez pas réussir, devant les défis du quotidien, à intégrer la pratique de la méditation. Donc il y a des instructions encore plus précises pour réussir à voir comment je fais avec la peur, avec le doute. Et donc vous commencez à voir comment la méditation vous transforme au quotidien. Ça n'aurait aucun sens de parler de ça maintenant. Il faut commencer déjà par la radicalité de foutez-vous la paix. Mais après, on vous guide très précisément sur comment retrouver confiance, comment surmonter ce doute, ce sentiment de lourdeur, ce sentiment de poids, retrouver un allant, retrouver un sens de joie. On appelle ce second stage la confiance, entrer dans la confiance. On pourrait dire entrer dans la joie, c'est pareil. Vous entrez dans la joie d'avoir confiance. Et après, ça ne suffit pas encore. Comment on fait pour travailler avec toutes les blessures qu'il y a en nous? Et là, il y a le troisième stage sur la bienveillance qui nous aide à travailler beaucoup plus précisément. Oui, plus précisément, c'est un peu le paradoxe, mais la bienveillance aimante nous fait gagner en précision par rapport à toutes les difficultés, douleurs, blessures qui nous empêchent d'être pleinement présents. Donc ce chemin-là, il est juste. Mais si je commence par ça, tout de suite on a peur de ne pas bien faire. Et tout de suite on a l'impression que c'est un défi à relever que de faire ces trois voyages pour intégrer la méditation à sa vie. Tandis qu'une fois qu'on a compris qu'il fallait se foutre la paix, ça devient une pure joie, ce chemin. Bien sûr, il y a des difficultés, mais vous le vivez beaucoup plus joyeusement. Donc moi, ma tâche, c'est de dire ici, foutez-vous la paix, et après, les intervenants dans l'école, ils vous guident à la pleine présence, à la confiance et à l'amour bienveillant. Donc moi, je fais le travail le plus dur, et après, c'est plus facile pour eux. Parce que c'est le plus dur de présenter foutez-vous la paix. C'est très dur, mais c'est très important. C'est très important. Certains d'entre vous ne reviendront jamais, ils vont dire la méditation, c'est pas pour moi. Mais tout le monde se souviendra à un moment qu'on a le droit de se foutre la paix, qu'il y a quelque chose de précieux, qu'on n'a pas besoin de pouvoir tout contrôler. Tout le monde a besoin d'entendre ça. Parce que du matin jusqu'au soir, on nous apprend qu'il faut tout contrôler. Comme je raconte dans mon livre, j'ai des amis, leur petite fille, elle avait 4 ans, elle est partie l'été, ils l'ont mis faire tous les matins du trampoline. Et après la semaine, la monitrice, elle donne un bulletin d'évaluation aux parents disant, voilà, donc elle a évalué, elle a mis des notes sur leur participation, coordination des mouvements. Vous voyez, c'est ça qui fait que, non, c'est pas possible. On ne peut pas, depuis l'enfance, être mis dans ça. Donc on peut se foutre la paix. On a le droit d'être un être humain. On mérite d'être un être humain. Et là, il y a quelque chose qui se donne. Et à partir de là, tout le travail peut se déployer. Et c'est pour ça qu'il y a une école. S'il s'agissait juste de se foutre la paix, il n'y a pas besoin d'une école. Mais il y a une école. Mais tout ça se déploie, et c'est ça qui est absolument... Et donc, du coup, on comprend que la méditation n'est pas une technique qu'on doit bien faire, mais c'est un chemin qu'on peut traverser. Et on ne comprend le sens du chemin qu'à partir de foutez-vous la paix. Sinon, ce n'est pas un vrai chemin. Et donc, c'est ça que j'ai compris au fur et à mesure que c'était par là qu'il fallait y aller. Il ne faut pas avoir peur de dire le plus important tout de suite. C'est ça. Je pourrais reformuler autrement. Ma conviction, c'est qu'il faut dire tout de suite le plus important. Pas la peine de prendre les gens pour des enfants et leur dire « vous verrez plus tard ». On fait l'inverse. On vous dit tout de suite le plus important et après on peut vous montrer le chemin. Merci beaucoup.